Et bonjour. Test 1, 2, bonjour à tous. J'imagine que on s'entend mutuellement déjà, Romain? Oui, ça fonctionne bien de mon côté. Je te vois bien, je t'entends bien. Ok. Donc, on va attendre peut-être 2-3 minutes, histoire On de. nous entend bien, nous dit Marie. Merci Marie. Superbe. Histoire de voir que tout le monde soit là. Bon, j'imagine que les connexions vont se faire petit à petit, mais il est 10h32. Je pense qu'on peut démarrer Mhm. tranquillement. De toute façon, il y a un replay aussi pour les premières minutes, si jamais certains les loupent. Romain, tu peux peut-être introduire Urbaniker? Ok, déjà merci à toutes et à tous de participer à ce webinar, justement où on va parler de tendances de recrutement dans le secteur de la tech en France. Et pour ça, nous deux, Florent et moi-même. Florent, je vais te laisser te présenter peut-être Oui. et je me présenterai par la suite. Pareil, merci à tous d'être là. On est matinaux, mais pas trop, donc c'est la bonne heure. Moi, je suis associé aujourd'hui, associé manager du cabinet de recrutement Urban Maker. Ça fait 8 ans que je suis en poste. J'ai pendant plusieurs années, de nombreuses années, 4-5 ans, été très opérationnel avec un poste de tech recruteur, chasseur de tête, orienté tech. Je dis tech parce que dédié à l'écosystème tech digital, mais avec une spécificité sur les métiers de développeur, data, DevOps, etc. Et aujourd'hui, j'ai un rôle, on va dire, beaucoup plus macro, moins opérationnel sur la partie chasse de tête, mais voilà, très proche de l'écosystème, dans l'accompagnement de start-up, et puis aussi tourné vers l'interne, c'est-à-dire au sein d'Urban Maker, recrutement interne, croissance de la boîte, formation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, je garde un œil très avisé sur le marché du recrutement de manière générale et celui de la tech en particulier. Merci pour cette belle présentation. Et donc moi-même, Romain, donc chez Urban Linker depuis bientôt 5 ans. À la différence de Florent, je travaille à Lyon, puisque Urban Linker a monté une antenne à Lyon en 2016, avec pour objectif de développer l'activité en région qui était en croissance à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de pouvoir confronter un peu les deux points de vue, donc le marché Île-de-France parisien via Florent et le marché plutôt régional via mon point de vue. Pour vous présenter là un petit peu Urban Linker, donc cabinet de recrutement spécialisé dans le digital, dans les métiers du digital, dans la tech depuis bientôt 12 ans, si je me trompe pas, Florent. Ouais, Et 2009, c'est ça. 2009. Ok. Et en fait, voilà, on accompagne principalement une cible de PME, start-up dans des recrutements tech, mais pas que. On accompagne aussi sur des métiers qui vont être plus orientés sales, marketing, mais toujours avec ce lien avec le digital. Donc, soit des entreprises qui sont dans le domaine type éditeur, agence, annonceur, soit des entreprises qui cherchent justement à recruter ce type de profil-là. Voilà, pour apporter un peu ouais, de digital et de nouveautés là dans les équipes. Donc avec à peu près une soixantaine d'employés aujourd'hui et des répartitions entre consultants qui sont spécialisés dans la tech et sales marketing. 3 bureaux aujourd'hui, un premier à Paris, un deuxième à Lyon et plus récemment un troisième à Bordeaux, qui sont aujourd'hui voilà, les 3 plus gros écosystèmes français a priori, d'après nous en tout cas, sur ce marché. Et peut-être compléter, comme ça éclaire aussi ceux qui nous écoutent. On a une bonne connaissance du marché du recrutement dans le digital, dans la tech, mais quand on va parler des tendances qu'on observe, il faut bien avoir en tête qu'il ne s'agit pas forcément de tendances de tout le monde de l'IT, de tout le monde de l'informatique, parce qu'il y a à côté de ça des très très grosses boîtes, des SS2I, voilà, ces secteurs-là, ce sont des secteurs qu'on n'adresse pas, et donc qu'on connaît de manière plus satellite, mais
c'est moins les secteurs sur lesquels on va baser nos observations et nos recommandations aujourd'hui. Tout dernier point, on me recrute et on est confronté, nous, à des recrutements de profils toujours en CDI. Mmh. Donc, on est un intermédiaire entre vraiment ces startups, ces scale-up, souvent post-levée de fonds quand il s'agit d'accélérer et de staffer des équipes et, euh, et les candidats. Voilà. Mais ce n'est pas dans une démarche de freelancing, par exemple, comme le fait une plateforme comme Malte. Ce n'est pas une démarche de SS2I, c'est vraiment une démarche de matching entre clients finaux et candidats. Voilà, je pense que l'intro est terminée. Super, bah, dans ce cas, on peut rentrer dans le vif du sujet peut-être, et Florent, est-ce que tu peux nous Ouais. parler du marché à l'heure actuelle? Parce que je pense que pour parler recrutement, avant tout, il faut donner un peu de contexte et voilà, il se passe pas mal de choses. C'est un peu le but, de ce webinaire, hein, de parler, des événements récents, l'impact notamment du covid. Là, qu'est-ce que tu observes là sur le marché à l'heure actuelle, Ouais, de bah, manière on en globale? parlait aussi en préparant un peu tout ça et comme tu le dis, on trouve que c'est indispensable de parler marché avant de parler recrutement puisque les 2 sont liés et j'imagine que ceux qui nous écoutent sont, pour certains en tout cas, dans cet écosystème startup et font peut-être les mêmes observations. Mais déjà, il y a un truc très clair, c'est que moi, pour être depuis 8 ans dans ce milieu, le marché, la French Tech, la Startup Nation, bon, appelons ça comme on veut, mais le marché du digital globalement, il est en train de prendre un gros coup de maturité d'un point de vue, par exemple, nombre d'incubateurs, nombre d'accélérateurs, nombre de ce qu'on appelle les VCs, hein, donc venture capitalistes, c'est-à-dire ces fonds en capital risque qui vont venir financer des startups, soit dans une phase très early, soit ensuite pour l'accélération. Tout ça se structure énormément et la conséquence, c'est que depuis 4-5 ans, là, le montant des levées de fonds, par exemple, a fait x3. Okay, donc c'est énorme. Mmh. Moi, j'observe que quand j'ai commencé chez Urban Linker, les levées de fonds et celles d'aujourd'hui, en gros, tu rajoutes un zéro, hein, c'est-à-dire que une seed de 100 000 euros il y a 7 ans, aujourd'hui, c'est une seed de 1 million d'euros et tu peux dupliquer ça sur la série A, la série B. Et c'est bien de parler de ça en ce moment parce que là, 2020 avait été une année record, malgré la crise. Il y avait eu 5,4 milliards, si on fait un peu de chiffres, qui avaient été levés en France. C'était un record, c'était même un record à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'à part le UK qui en est sorti, on est passé même devant l'Allemagne l'an dernier. Et cette année, là, à mi-année, on en était à 5 milliards 100, 5 milliards 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est En que juillet. Mmh. ouais, voilà, en juillet. Ouais. Donc, le montant des levées de fonds là, sur 2021 va à nouveau être le record va être largement battu. Il y a eu cette semaine là absolument dingue. J'imagine que vous en souvenez tous. C'était en septembre où il y a Sorar, évidemment, Miracle, Vestiaire Collectif, qui lève plus d'1 milliard en 48 heures à E3. Bon, voilà, Mmh. tout ça, c'est juste une illustration de ce que je suis en train de dire. Peut-être deux, trois autres Puis choses, du mais coup, la multiplication du nombre de licornes aussi, enfin, ouais, si je parle de mon exactement. expérience, quand je suis arrivé chez Urban Linker, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au marché, il y avait peut-être trois licornes, à cette époque-là, donc on parle d'il y a 4 ans, quoi. Là Ouais. Une aujourd'hui, licorne, hein, c'est une startup dont la valo dépasse le milliard d'euros. Voilà. mmh, C'est pas une fin en soi, mais c'est quand même une illustration de maturité d'écosystème aussi. ouais. Donc là aujourd'hui, c'est quoi là à peu près le nombre de licornes, Aujourd'hui, il y en a aujourd'hui? 26. Là, à date, Ouais. hein, il y en a 26. Et sur ces 26 licornes, il y en a 19 qui ont acquis ce statut de licorne, c'est-à-dire dont la valo a dépassé les milliards d'euros en 2020 et en 2021. Donc voilà, là aussi, on voit qu'il y a une maturité, une accélération forte. Bon, il y a plein de raisons à ça, mais en très gros, il y a des raisons un peu étatiques, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté gouvernementale, essentiellement depuis le gouvernement Hollande, de mettre de l'argent aussi dans l'écosystème, et évidemment sous Macron. Il y a aussi des éléments qui sont intéressants. Le fait, par exemple, que les fonds d'investissement plus traditionnels, qui n'étaient pas habitués à investir dans les startups historiquement, ont, voyant que la crise avait impacté le digital, mais pas tant que ça, et que le digital avait plutôt bien résisté, 10 000 emplois créés nets en 2020 dans le digital, quand même, en période de crise, c'est quelque chose. Et du coup, il Ouais. y a pas mal de fonds d'investissement qui s'intéressent aussi à l'écosystème et qui, eux aussi, pardon, mettre de l'argent. Donc ça vient voilà, amener encore des financements un peu plus simples. Et puis les taux d'intérêt
sont bas en ce moment. Nous tous, potentiellement, entre particuliers, on le sait, et ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent peut-être des biens, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui fait que l'argent coûte moins cher et donc circule plus facilement, quoi. Voilà. Il y a d'autres indicateurs, peut-être, pour compléter un peu la vision macro, et on ne va pas y passer trop de temps, mais on parle souvent des levées de fonds. C'est bien les levées de fonds, mais c'est encore une fois, c'est pas une fin en soi. Et une startup qui est alimentée que par de la levée et de la dette, si elle n'est pas rentable, au bout d'un moment, ça cause problème. Si elle ne produit pas, ça peut poser problème. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des startups de la French Tech, lui aussi, il a fortement augmenté, puisqu'en 2020, il fait plus 15% par rapport à l'année précédente, encore une fois, malgré la crise, et qu'on est sur une tendance encore d'accélération là en 2021. Mm. Et enfin, et peut-être qu'il y a d'autres choses à dire, mais ça sera un peu la conclusion de ce volet-là. Pour ceux qui suivent un peu l'actu du digital, vous avez vu, il y a plein de choses qui laissent présager que le futur va confirmer cette tendance. Le plan d'investissement France 2030, qui a été annoncé récemment par Macron et par Bruno Le Maire. Dans ce plan d'investissement qui est amené à relancer, enfin pas relancer, mais doper un peu l'économie française, il y a 5 milliards d'euros qui sont dédiés aux startups françaises, de la deep tech, de la cybersécu par exemple. Il y a la présidence française de l'Union européenne qui arrive bientôt. Je crois que c'est dans quelques mois là, et la France a envie aussi de profiter de cette position de présidence de l'Union européenne pour avoir un rôle de locomotive à échelle d'écosystème de digital à échelle européenne, parce que l'objectif aujourd'hui, si on écoute un peu ce qui se passe, c'est évidemment de favoriser l'écosystème français, mais c'est aussi de concurrencer à échelle européenne les Américains, les Chinois qui sont encore sur beaucoup d'aspects en avance. On a peut-être entendu, ou vous avez peut-être entendu aussi, les annonces de Facebook là récemment qui disaient que pour leur métaverse, là, donc la direction qu'ils souhaitent prendre sur ces univers un peu parallèles, faits de NFT, de blockchain, etc., 10 000 emplois seront créés en Europe, et pas aux États-Unis. Ça, c'est aussi un symbole fort. Et parmi ces 10 000, il y en aura un certain nombre en France. Bref, Il se passe tout plein de ça choses. confère voilà, il se passe plein de choses. Et je Mm. crois, Rome, que les régions ne sont pas en reste. Oui, bah, en région, bon, certes, le marché de la tech, il est quand même pas mal centralisé sur Paris et l'Île-de-France de manière générale. Bon, nous, on a fait le pari il y a quelques années justement de monter un bureau à Lyon pour pouvoir un peu développer l'offre en région, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait aussi un écosystème qui était présent dans plein de villes et de régions. Et là, on s'en rend compte aujourd'hui parce que toutes les fameuses licornes dont on a parlé, qui sont des scale-up, donc des entreprises qui recrutent en masse, hein, on parle d'énormes volumes de recrutement à l'année, ont aussi fait le choix d'aller monter un bureau en région. Voilà, si je cite quelques exemples, on a VP qui s'est installé à Lyon donc il y a quelques années. On a Mano Mano à Bordeaux. Je crois qu'on a Back Market et Miracle aussi Back qui sont à Market aussi, Bordeaux. ouais. 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 On a Ledger qui ont des pieds-à-terre aussi à Montpellier, Grenoble. Donc, donc ouais, en gros, il y a une bonne partie là des grosses entreprises, enfin en tout cas des entreprises qui recrutent en masse là sur le secteur tech, qui ont aussi des bureaux en région et qui donc créent de l'emploi en région. Tout comme aussi, et c'est assez récent, des entreprises régionales, provinciales qui deviennent aussi des licornes, à l'image de Swile très Mm. récemment, qui est une entreprise montpelliéraine et qui a franchi, qui est la première entreprise occitane à franchir le cap justement de la valorisation du milliard, enfin la première startup en tout cas à franchir le cap du milliard en valorisation. Donc ça prouve Ouais, aussi donc c'est une que tendance nationale, quoi. c'est Pas ça, ça prouve que. aussi que, en tout cas, le marché parisien est toujours en avance, ça forcément, mais Mm. il se passe aussi des choses en région bon, on en parlera après, mais il y a d'autres tendances aussi qui font, avec notamment le télétravail, qui font que il y a une connexion qui est de plus en plus forte là entre le Entre Paris marché et région, ouais. parisien et région, qui était un peu moins le cas avant, quoi. Il y a déjà 5 ans où voilà, c'était pas tout à fait la même chose, quoi. Mm. Ouais, je suis Donc, d'accord. Et ouais.
Si on dit tout ça et si on a voulu aussi poser cette intro un peu macro, c'est parce que, et ça on l'observe quotidiennement, une startup qui lève des fonds, sauf peut-être très très rares exceptions, 100% du temps, ça amène des recrutements. Voilà. Tu On en demandes à arrive un au sujet. entrepreneur, voilà, tu demandes à un start-upper pourquoi il lève des fonds. Alors, il va te répondre quoi? Il va te répondre pour faire de la R&D, mais en fait, la R&D, c'est de la tech, il faut des développeurs pour plus vendre, mais dans ce cas-là, il faut des commerciaux. Bref, en fait, c'est pour accélérer, et pour accélérer, bah, c'est le moment où tu structures ton équipe, c'est la fameuse phase de scaling. Donc, qui dit levée de fonds, dit recrutement, essentiellement dans la team produit, donc sales, product, tech, data, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de France Digital et d'Ernst Young, mais 90% des recrutements qui sont faits post-levée de fonds dans la tech le sont en CDI, ce qui tord peut-être un peu aussi l'idée conçue ou préconçue que les startups ne tournent qu'avec des stagiaires. C'est faux. Voilà. Mm. Les startups tournent majoritairement avec des profils en CDI. Et la conséquence de ça, et vous le devinez, c'est puisqu'il y a une accélération depuis quelques années, là, et notamment ces 2 dernières années, en termes de montant levé, de nombre de licornes, et une licorne, parfois, c'est des centaines de recrutements à l'année, et que sur les très bons profils, les profils de développeurs, mais aussi des profils de haut niveau en market, sales, etc., dans le digital, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de profils, ça c'est encore un autre sujet, et que la pénurie est là, bah, la conséquence, c'est que la guerre des talents, la compétition entre les acteurs pour recruter, elle s'accroît. Voilà, elle Mm. s'accroît. Moi, ça fait encore une fois, j'ai commencé il y a 8 ans, c'était dur il y a 8 ans, c'était dur il y a 5 ans, bah, c'est toujours dur aujourd'hui. Et je Mm. pense que ça l'est peut-être même un peu plus que ça l'a été. Après, il y a des solutions, des choses envisagées. Et c'est d'autant plus stratégique que si on revient là à l'échelle d'écosystème, l'attractivité de l'écosystème français et même européen dans sa concurrence avec, encore une fois, les Américains ou les Chinois, un enjeu majeur, ça va être d'arriver à attirer les talents, les attirer et les garder évidemment, quoi. Mm. Bah, parlons-en justement par rapport à ça, il y a quand même un événement qui est hyper important à prendre en compte justement dans tout ce qu'on a dit, hein, notamment déjà Mm. sur le contexte actuel du marché, mais aussi sur la partie recrutement, c'est le Covid. Voilà, qu'est-ce que tu as pu observer, Flo, justement par rapport au Covid? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé, bon, déjà qu'on porte tous des masques, voilà, Ouais, ça c'est mais vrai. c'était pas ça le sujet. Non, et blague à part, je sais plus quel économiste dit ou disait que quand il y a une crise, ça scelle des ruptures majeures qui peuvent devenir définitives. Bon, Mmh, là, l'intro que je fais là, c'est pour parler évidemment du télétravail. Donc on y viendra peut-être dans un deuxième temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, la pénurie de profils, c'est une constante, c'est-à-dire que voilà, c'est un marché qui ça est a pas pénurique, changé. le marché digital, voilà, ça n'a pas changé. Ça, Mmh, c'est clair. On l'a dit, je pense que la guerre des talents s'est un peu accélérée ces 2 dernières années. Maintenant, ouais, la pandémie, là, elle a accéléré certains phénomènes. Euh, en premier lieu, le télétravail. Avant ouais. peut-être d'aborder la partie télétravail, je voulais peut-être. Qu'est-ce qui a fait, enfin, est-ce que déjà, il y a eu des changements, peut-être des périodes là pendant, enfin depuis la crise, enfin nous en tant que Hmm. recruteurs, on a vu pas mal de choses, on s'est beaucoup posé de questions. Est-ce que les gens, allaient continuer à vouloir changer d'entreprise? Justement, est-ce Ouais, que tu as pu observer bah, des périodes un peu peut-être? il y a eu 2 observations. Il y a eu les côté candidats, et peut-être que certains d'entre vous là qui nous écoutent sont des candidats, ont tenté de changer de job ou se sont posé la question depuis mars 2020, on va dire. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que lors du premier confinement, il y a eu une frilosité très forte parce que de l'instabilité, parce qu'on se demandait quand même tous, voilà, surtout au tout début, comment ça allait se passer, combien de temps ça allait durer, il fallait appréhender aussi l'idée de confinement. Donc en fait, voilà, mars 2020 et puis les mois qui suivent, euh, très peu de mouvements parce que des profils voilà, un peu frileux, malgré le fait qu'ils aient marché pour eux, surtout les profils tech, une certaine instabilité. Et puis aussi, et ça c'est plutôt sympa, je trouve, une volonté de ne pas lâcher leur boîte dans un moment difficile, une volonté Mmh. de ne pas mettre en difficulté une startup dont ils savent qu'elle a potentiellement du mal à les remplacer, pardon, à un moment compliqué.
C'est Ça c'est quand même, ouais, peut-être dis-moi, Rome, pardon? paradoxalement à ça aussi des entreprises, heu, qui ont été dans la situation inverse aussi, dans certains secteurs, qui se sont Qui ont retrouvés dû aussi dans des phases de ce qu'on appelle un peu dans le jargon de dégraissage un peu de, heu, de talent, quoi. ouais, c'était essentiellement un peu des startups, tu vois? Et certains secteurs ont été particulièrement touchés. C'est-à-dire que c'est facile de comprendre qu'une startup dans l'événementiel, ou dans le voyage, ou dans le transport, bon, c'est des secteurs qui ont été particulièrement touchés. Donc celles-là ont été, peut-être parfois amenées à couper des périodes d'essai, par exemple. Mais il y a surtout eu un afflux de candidats, un surplus de candidats, hem, issu du fait qu'il y a beaucoup de SS2I surtout, Mmh, qui ont dû arrêter les contrats parce que les SS2I, elle fournit de la compétence à des grosses boîtes, mais donc ce sont des personnes externalisées. Et un des avantages de ça pour une grosse boîte, c'est que si elles ont un coup dur, bon bah, elles coupent les oui. budgets. Donc, et donc c'est Et vrai les qu'il y a eu, SS2I se retrouvent à devoir payer des salaires alors qu'elles sans ne peuvent mission. pas refacturer Voilà. la prestation derrière, quoi. Ouais, exactement. Exactement, mais ce surplus de candidats, il a été rapidement absorbé, voilà, les recrutements se sont faits, donc ça, c'est quelque chose qui a pas duré très longtemps. Mmh, Moi, je pense que, enfin, on l'a vu, hein, mais après courant 2020, fin d'année 2020, je me mélange un peu les pinceaux sur les confinements, mais globalement, lors du deuxième, les choses se sont après, un peu structurées parce qu'on a commencé à s'habituer à ce nouveau phénomène, parce qu'on a commencé à s'habituer à recruter et à onboarder à distance, voilà, ouais. même à former à distance. Tout ça, ça a été une éducation pour nos clients. Ça a été, il a fallu s'acculturer un peu à ça, mais en fait, on l'a fait parce que, ou l'écosystème l'a fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Après, il y a une deuxième phase là que j'aimerais citer, c'est que lorsqu'on s'est déconfiné définitivement, je touche du bois, au printemps là, 2021, là, il y a eu un stop aussi marché à nouveau. Il y a les candidats, vous peut-être qui nous écoutez, en fait, plus personne n'avait envie de changer de boulot parce que les gens avaient envie de, je pense, voilà, boire des coups en terrasse, kiffer leur été, reprendre une vie sociale normale et ne pas s'embêter avec des process de recrutement, ne pas s'embêter avec l'instabilité que peut induire un changement de poste. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens là qui attendaient la rentrée. Et la rentrée, bah, c'était il y a un mois et demi, 2 mois. Et effectivement, ça, je pense qu'on l'observe. Et je crois qu'en région, c'est pareil, Romain. Mais Ouais. globalement, on retrouve une certaine fluidité marché. Ça veut dire une certaine capacité des candidats à être ouverts au marché de manière plus ou moins active. Alors, ça ne veut pas dire que la pénurie n'existe pas, mais au moins, il y a du mouvement, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, là, pour rebondir sur ce que tu dis, Florent, là, sur les périodes, là, on peut en parler en tout cas avec notre point de vue, de cabinet de recrutement. On l'a on l'a ressenti parce qu'on avait une demande là, au cours de l'année qui était croissante de la part des entreprises, hein. C'est-à-dire que, on était toujours plus Ah ouais. sollicité par des entreprises Mm. justement pour faire des missions de recrutement. Et parallèlement à ça, plus de difficultés justement à entrer en contact avec des potentiels candidats, ou simplement avoir amorcer justement des processus de recrutement avec, des candidats et des entreprises, quoi. Donc oui, et là, on sent qu'il y a un truc qui s'est passé en septembre. C'est difficile à expliquer, ou à verbaliser, mais on sent qu'il y a une activité qui est plus dynamique, Mm. des 2 côtés, quoi, aussi bien côté Des deux entreprise, côtés, bah, ouais. qui arrive à Là, recruter aussi par elle-même. j'en reviens au mois de septembre qui était un peu fou côté levée de fonds Mmh. et qui a dopé les demandes, quoi. Ouais, et Et justement après, non, vas-y, je vas-y t'en Rome, prie. c'était le point que tu voulais aborder, je pense, la Ouais, partie c'est ça, je télétravail, voulais quoi. parler un peu du télétravail. Mmh. Heu, pour moi, en tout cas, je trouve que la vraie conséquence, de la crise, en tout cas la conséquence de la crise sur, le marché du travail, là, c'est le télétravail. Mmh. À la base, le télétravail, pour donner un peu d'infos, c'est un sujet qui est là depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui, réclament du télétravail depuis des années, que ce soit du télétravail partiel ou total. Et avant le covid, c'était quelque chose qui était assez rare, enfin, c'était très rare quand on avait des clients, en tout cas, qui accordaient du total télétravail à ses employés. Heu, les entreprises ont été forcées de faire du télétravail pendant la crise du covid, et on se rend compte que derrière ça, en gros, les entreprises se sont rendues compte que c'était possible, en gros, et que,
et que en fait, on pouvait travailler, on pouvait onboarder des gens à distance et donc il y a eu ce changement-là qui a commencé à s'opérer et qui est toujours en cours, hein, on n'a pas de chiffres, vraiment à donner aujourd'hui, mais on le voit en tout cas, à l'époque, d'avant le covid, c'était assez anecdotique d'avoir des Mmh. clients qui soient ouverts justement à pratiquer le télétravail. Aujourd'hui, on a quasiment aucun client qui ne pratique pas à minima du télétravail partiel, donc 1 à 2 jours par semaine et c'est extrêmement fréquent d'avoir des entreprises qui pratiquent, en total quoi, en télétravail total et qui recrutent des personnes qui sont basées, partout en France quoi, et pour moi, c'est Pour vraiment compléter un l'impact, peu quoi. ça, Rome, tu disais que c'était anecdotique. Et vous les connaissez peut-être, ces boîtes, et peut-être que certains d'entre vous travaillent dans ces boîtes, mais avant le Covid, en France, en tout cas, et à ma connaissance, et on ne les connaît pas toutes, mais des boîtes basées sur une décentralisation totale, c'est-à-dire notre culture d'entreprise, il n'y a pas de bureau et on travaille tous de là où on veut. Elles étaient rarissimes, quoi. Elles sont très rares, celles qui se sont construites comme ça. Je pense à Slide, par exemple, Mmh, issu de eFounders, qui est un outil de Slack-like de knowledge management. Voilà, typiquement, ils se sont construits comme ça. Il y en a d'autres, mais etc. Et surtout, on ne les voyait pas, nous, en tant que cabinet de recrutement. Pourquoi? Parce que comme elles proposaient un avantage que personne ne proposait, le full remote, bon, bah, c'est pas qu'elles n'avaient pas de difficulté à recruter les profils, mais beaucoup moins que les autres. Et donc, elles n'avaient pas intérêt à passer par un cabinet qui coûte de l'argent, évidemment. mmh, Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui s'y sont mises, comme tu dis. Maintenant, là où j'apporte pas de la nuance, c'est que aujourd'hui, il y a quasiment, alors c'est pas 1 sur 2, mais là, dans ce qu'on observe depuis quelques mois, il y a au moins un tiers des recrutements qui sont effectués, au moins un tiers des candidats qu'on place qui prennent un poste qui est défini comme étant un poste en full remote. Et quand on dit full remote, c'est bien quelqu'un qui habite en région au moins à 1 heure, voire à plusieurs heures mmh. du siège ou du bureau principal de la startup, que cette startup soit parisienne ou basée en région. Mmh. C'est Donc énorme ouais, en fait comme différence. On est passé de 0 à un tiers, quoi, grosso modo. ouais, c'est ça en fait, ce qui est, important en fait, c'est que d'un côté, on a les candidats qui, eux, ont depuis assez longtemps ont cette volonté de faire du télétravail et de l'autre, les entreprises voilà, qui étaient peut-être pas, voilà, qui avaient peut-être des craintes par rapport à ça avant le covid, qui ont été confrontées à ça et qui, aujourd'hui, ont fait le choix de garder ce format-là. Heu Justement, ça me permet d'introduire une question qui a été posée, de Marie. Est-ce que les entreprises qui ne proposent pas du full remote vont avoir, plus de problèmes à recruter? Parce que du coup, le télétravail, du coup, il y a aussi la partie recrutement qui intervient là-dedans, ça vient aussi le télétravail, une entreprise qui fait du télétravail aujourd'hui, elle le fait aussi pour s'ouvrir des chances aussi en termes de recrutement. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu la crise qui a forcé tout le monde à télétravailler, puisque c'était obligatoire déjà. C'était obligatoire. Et ensuite, il y a eu les déconfinements qui font que, et on l'a tous connu, toutes les boîtes ont un peu réajusté leur politique par rapport au remote. Certaines ont redemandé à ce que les gens viennent en full présentiel. D'autres ont gardé, c'est notre cas chez Urban Linker, par exemple, 1 à quelques jours de remote dans le quotidien de leurs employés. Ce qui fait le marché, en fait, sur un marché pénurique comme celui dans lequel on travaille, ce qui fait le marché, c'est finalement les demandes des candidats. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes qui se mettent en full remote, elles ne sont plus en full remote parce qu'elles sont obligées de le faire, comme pendant la période du Covid. Elles sont en full remote parce que quand elles sourcent des profils, quand elles rencontrent des profils, des talents qu'elles souhaitent recruter, elles se rendent compte à échelle qu'il y en a et là, c'est plus de 50%. Je parle en particulier des profils tech, qu'on connaît le mieux, qui, dans leurs critères de recherche, cherchent absolument une startup dans laquelle le full remote est possible. Mmh. Et je pense encore qu'il y a un décalage entre le nombre de profils qui demandent à travailler dans une structure qui propose du full remote et le nombre de structures qui proposent du full remote. Voilà, il y a encore une différence. Il y a de la nuance à apporter là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des structures qui ont fait le choix du full remote et qui en sont revenues parce qu'elles ont connu des difficultés d'organisation ou autres. Et
dans l'autre sens, il y a aussi des candidats, et ça, on l'a pas vu au début, on le voit depuis quelques mois, qui nous disent je ne veux pas, à l'inverse, de full remote, ou je ne veux plus de full remote parce que j'y ai vu les avantages, j'ai testé, mais en fait, le lien social avec un bureau, le fait de ne pas voir mes collègues, l'organisation, la motivation, bref, il peut y avoir plein de choses. C'est Mmh. compliqué, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Et donc, voilà, un peu de remote, oui, je suis ravi, c'est une belle flexibilité, mais voilà, pas tous les profils demandent du full remote. Pour Ouais. compléter, et ça répondra à Marie, il y aurait plein de choses à dire, mais aujourd'hui, tu es une boîte de digital, tu es une start-up. Si tu proposes en tant que CTO, par exemple, et que tu dis, nous, notre politique, c'est tout le monde au bureau, 5 jours sur 5. Alors là, franchement, je pense que tu te tires, c'est pas une, c'est une balle dans chaque pied, et que tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à attirer parce que c'est plus la réalité marché, c'est plus la réalité des candidats. Cette flexibilité paraît évidente, quoi. Mmh. Le full remote, nous, on le conseille surtout sur certains profils. On ne l'impose pas. Déjà, on ne peut pas imposer des choses à nos partenaires, aux startups qu'on accompagne. Mais clairement, quand tu es une startup qui recrute des profils un peu top level, que tu veux les meilleurs talents, bah, tu te fermes des portes. C'est très objectif. Tu te fermes des portes si tu n'es pas capable d'envisager des recrutements en full remote. Et quand je prends une fintech, une startup qui a levé 20 millions, qui accélère, et une autre startup, la même, qui a levé 20 millions, qui accélère, et qui recrute, je sais pas, des profils full stack JavaScript, par exemple, et ben, celle qui est ouverte au full remote, elle va recruter plus vite. Ça, c'est une certitude, quoi. Voilà. Ouais. Et je rajoute, je me permets de rajouter un élément, ça crée aussi, enfin le télétravail là, ça pose problème à certaines entreprises, et ça le covid aussi, hein, parce que, on a un exemple de clients, par exemple, qui veulent recréer ce côté un peu, dynamique, de bureau, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui soient là au quotidien. Et en fait, je discutais avec un client l'autre jour qui me disait qu'en gros, il a du mal à faire venir les gens au travail parce que, il y a carrément des personnes, là, je prends l'exemple de Lyon, qui ont investi là, qui ont profité du covid entre guillemets pour investir un peu. On parlait des taux d'intérêt tout à l'heure, et pour acheter des maisons, s'installer un peu en dehors de Lyon et qui, se retrouvent aujourd'hui, forcément, bah, potentiellement, plusieurs, enfin, un temps de trajet qui peut être, rallongé. Alors je parle pas de Mm. Paris parce que 45 minutes à Paris, c'est anecdotique apparemment, mais à Lyon, ça commence à faire beaucoup. Et en fait, on se retrouve il y a des entreprises qui se retrouvent dans ce cas-là où finalement, bah, leurs salariés qui sont en CDI, bah, voilà, ont pas forcément envie de revenir au bureau tous les jours, et ça pose problème parce que l'entreprise a envie de recréer ce côté un peu, équipe, présente, lien Mm. social et cetera. Donc Surtout bon, on quand est tu en es une plein dedans. startup parfois et que tu as une core team à construire et que ça passe Exactement. par voilà, la présence. Et j'enchaîne, mais il y a Léa qui nous pose la question, hein, La question. littéralement, sur voilà, les entreprises parisiennes proposent du full remote et des profils de province avec un salaire parisien. Comment faire? Eh ben, très bonne question. On y est confronté. Et là, quand je dis on, c'est vraiment notre bureau lyonnais, notre bureau parisien. C'est là où les connexions sont plus fortes qu'avant. On y est confronté au quotidien parce que, bah, comme tu dis, Léa, les startups parisiennes qui ont donc l'habitude, on va dire, de salaires parisiens, on est généraliste là, mais de salaires parisiens, qui sont ouvertes au full remote, entrent en concurrence, donc, avec des startups à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Strasbourg, qui elles-mêmes sont ouvertes au full remote, mais puisque les deux sont ouvertes au full remote, eh bien, aujourd'hui, elles peuvent être en compétition sur un profil de développeur qui, lui, habite à La Rochelle. Et en fait, s'il est en full remote, que sa boîte soit à Bordeaux ou à Paris, bon, bah, c'est Mmh. égal, quoi. Et c'est là où il y a une grosse modification, et c'est peut-être la plus importante, la conséquence du full remote sur les salaires, c'est que alors qu'il y a encore pas si longtemps, la compétition était locale, une startup bordelaise était en compétition avec les autres startups bordelaises, aujourd'hui elle devient nationale, et peut-être demain internationale. On a déjà, là, on a observé récemment, j'ai un cas en tête d'un profil qui voulait, qui rentrait des États-Unis, un Français, il était basé à New York, startup new-yorkaise, cherchait un boulot à Paris.
je pense qu'ils ne réalisaient pas que les salaires étaient quand même aussi différents. Et même si sa volonté numéro un était de trouver une startup parisienne, ou française du moins, et ben, en fait, c'est ces process au Canada et aux États-Unis qui ont fini par aboutir parce qu'il n'était pas prêt à faire le move en termes de gap salarial. Mmh. Après, comment faire? Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui. Tu compléteras, Rome, on en a parlé un peu, mais Mmh. la première chose, à mon avis, c'est que le problème que ça pose essentiellement, c'est que même au sein des startups en région, il y a des différences. C'est-à-dire que une startup, par exemple, qui est basée à Lyon depuis 8 ans, 10 ans, qui a déjà structuré son équipe, où il y a déjà une cohérence de salaire, et ben pour elle, c'est plus dur de recruter en full remote un profil à des salaires plus élevés parce que ça va venir bouleverser un peu son équilibre RH salarial versus une startup lyonnaise, par exemple, qui est très early, qui lève des fonds pour accélérer, qui n'a pas encore constitué son équipe. Elle, peut-être qu'elle peut se mettre directement un peu au diapason de salaire un peu plus élevé. Et donc voilà, même en fait dans le même écosystème local, régional, il peut y avoir aussi des différences. Nous, en tout cas, dans notre quotidien, on conseille un maximum à nos clients, on leur donne de la donnée sur le marché, on leur donne des exemples très concrets de profils qui ont des offres à tel ou tel montant pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe ailleurs. On prend en compte leurs moyens, parce qu'on en parlait aussi, mais quand tu es un acteur dont le business model et la vision est de croître avec de la rentabilité et uniquement sur un modèle de rentabilité, bah, c'est sûr que tu n'as pas les mêmes moyens que quand tu viens de lever 30 millions. Et je ne dis pas que tu as un chèque en blanc, mais tu as de l'argent pour recruter fort, quoi. Et Mmh. donc, en fait, il faut respecter ça. C'est-à-dire que nous, quand on accompagne une startup qui n'a pas levé 30 millions et qui grossit tranquillement basé sur la rentabilité, et c'est bien, c'est sain, en fait, elle ne peut pas faire n'importe quoi non plus, surtout si elle a déjà une cohérence de salaire en interne. Après, je vais te donner, Léa, je ne sais pas si tu recrutes, toi, si la question est orientée pour ça, mais peut-être deux, trois tips. Nous, on essaye on pousse un peu en ce moment l'idée de la prime à la signature. Alors, ça fait un peu mercato de foot comme ça, mais Exactement. blague à part, la prime à la signature, elle te permet, je dis n'importe quoi, si tu as un profil qui te demande 55K, parce qu'en fait, il a une offre à Paris à 55K, et qu'on va dire que c'est sa valeur marché objectivement. Et que parce que ta structure à Bordeaux ou à Lyon fait que pour ce type de profil, en fait, 50K, c'est vraiment, vraiment le max, sinon tu bouleverses un peu tes équilibres. Ça peut être une idée de faire une prime à la signature de 5 000 euros ou un peu moins pour compenser ce déficit, au moins sur la première année, ce qui te permet de gagner un peu de temps et peut-être après de pouvoir capitaliser ou envisager le fait que si la personne fait du bon travail, il y ait l'année d'après une augmentation de salaire. Et ça te permet aussi, peut-être aussi, deux fois aussi, d'avoir un temps long qui te permet de repenser petit à petit les augmentations de salaire en interne de tes autres profils, mais par petites touches. Voilà. Donc, bon, c'est l'idée Donc qui ouais, commence à circuler et cette ça prime à la marche déjà. signature, d'un côté, en gros, ça permet, au candidat de s'y retrouver par rapport au salaire, en tout cas, auquel il prétend, et à l'entreprise, bah, Ouais, en gros, de garder sa cohérence, interne en termes de rémunération, de politique de rémunération sans voilà, de créer de déséquilibre, au ouais. sein des équipes, Mmh. Et en plus, après, si tu rentres dans des choses un peu plus financières, la prime à la signature ne va pas être associée dans ton compte de résultat, ton PNL au même endroit. Et ça te Oui, permet au niveau aussi des de charges rendre les salariales choses et un peu. cetera, Voilà. peut-être ça peut permettre de Exactement. faire des petites économies. Exactement. On Donc, a ça des peut être une questions. option. Ouais. Ouais. On a des questions, Vas-y, Rome. qui sont intéressantes, bon, qui sont pas forcément liées au sujet, mais on pourra y Mm. revenir. La première, c'était, je vais essayer de faire dans l'ordre. On avait Lou qui nous demandait, qui disait, que dans leur entreprise, apparemment, ils pratiquent 2 à 3 jours de remote par semaine et qui demandait si c'était suffisant. Bon, je sais pas ce que tu en penses, Rome. Déjà, on n'a pas à juger si c'est suffisant ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que si tu es entrepreneur, moi je suis entrepreneur, j'ai une startup, idéalement, j'essaye de structurer ma boîte de sorte que le full remote soit possible en gardant en tête que ça me permettra d'attirer plus de talents. Voilà. Mmh. Mais peut-être que c'est pas si simple et que ça correspond pas à mon ADN, donc il n'y a pas de jugement là-dedans. Aujourd'hui, voilà, si tu n'es pas dans ce cas-là, en revanche,
être dans une boîte qui propose 2 à 3 jours de remote par semaine, franchement, oui, je pense qu'à la fois, c'est indispensable parce que je ne vois pas comment tu peux recruter aujourd'hui sans ça et ça me paraît, c'est vraiment un handicap, quoi. Et je pense que c'est une Ouais. mentalité qui a trop changé pour qu'on puisse. On ne reviendra pas dessus, à mon avis, voilà, sur ces deux, Mmh. trois jours, 2, 3, 4, après. Mais ça me paraît très bien, ouais. Ça me Mmh. paraît très bien. Après, la question, c'est Lou qui pose la question. Est-ce que toi, ça te convient en tant qu'employé? Moi, je trouve que c'est déjà une belle flexibilité. Et si c'est parce que tu recrutes, Lou, est-ce que tu as l'impression que ça résout tes problématiques et que ça t'aide à recruter ou est-ce que c'est encore bloquant? Bon, bah, c'est à ça qu'il faut réfléchir, quoi. Moi, je pense que en fait, la question là du télétravail entre le partiel et le total, en termes de recrutement, c'est en gros, c'est si on fait du télétravail total, on s'ouvre à un marché qui est énorme, je vais pas dire quasi infini parce qu'en fait, mais c'est presque le cas en fait, si on va au-delà même des frontières françaises, même en gardant un fuseau horaire cohérent avec, à Mmh. l'entreprise, on a un vivier qui est, voilà, qui est décuplé par rapport au vivier local. Si on propose 2 à 3 jours de télétravail, ben, en fait, on va se limiter aux alentours de la ville et parfois même, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'une entreprise, lyonnaise aujourd'hui qui propose 2 à 3 jours de télétravail, par exemple, bon, bah, elle va travailler avec des personnes qui vivent à Lyon, quoi. Parce que même des personnes qui vivent à Grenoble, Saint-Étienne ou villes, Bien sûr. des alentours, elles vont pas enfin des personnes vont pas pouvoir venir 2 jours par semaine, ça Mmh commence à faire mh. trop. Donc c'est peut-être Bien ça sûr. la Après, il y a des modèles différence. hybrides qu'on commence à voir. Là, il y a une startup parisienne avec laquelle on a bouclé un recrutement il y a quelques jours, et tout ça, c'est des vrais exemples, hein, mais avec un profil qui a sa compagne à Lisbonne, et il est sur un modèle de remote avec 2 semaines à Paris et 2 semaines à Lisbonne. Bon, là, c'est aussi lié à une situation perso qui est assumée, la structure, la société l'entend. Donc là, on est sur un remote qui est partiel total, puisqu'il est partiel dans le sens où c'est 50% du temps à Paris et 50% du temps, il habite autre part. Mais c'est total dans le sens où il y a un lieu de vie qui est radicalement différent, à plusieurs milliers de kilomètres, la moitié du temps, quoi. Voilà, bon. Mmh. J'enchaîne sur Il y a une autre Elsa aussi qui question, nous. Ouais. voilà, d'Elsa justement, Mm. donc qui nous dit: «Quand vous parlez de pénurie, s'agit-il d'un manque de candidats d'un point de vue global ou un manque de profils qualifiés?» C'est une bonne question, je trouve. Ouais, oh, un peu les deux, mon capitaine. Mais un peu Jean-Michel à plus peu près. sérieusement, voilà. Non, ce que je pense, c'est que déjà, c'est pour ça, dans l'intro, j'ai bien dit que bah, nous, on représente entre guillemets un écosystème qui est l'écosystème du digital. Et en fait, il y a des tonnes de boîtes dans lesquelles il y a des sales, des commerciaux, des marketeurs, des techs, des développeurs. Et je ne juge pas leur niveau, si tu veux, mais où il n'y a pas besoin d'avoir forcément les meilleurs de la Terre dans tous les sujets. Ça peut être des grosses boîtes qui roulent, déjà bien implantées, où il y a plutôt de la maintenance à faire, il y a plutôt maintenir quelque chose qui fonctionne, versus une startup qui est en phase d'accélération, d'itération produit constante et qui a besoin de profils peut-être voilà, plus multifonctions, plus dans la conception, l'architecture, etc. Et donc, d'un point de vue globalement, il y a quand même pas mal de candidats, quoi. En revanche, là où il y a une pénurie très très forte, c'est sur cet écosystème, celui qui fait appel à nous, parce que bah, s'il y a une pénurie, c'est aussi pour ça que tu fais appel à un cabinet que tu vas payer. Dans cet écosystème, la startup, en revanche, là, il y a une pénurie forte. Je ne dirais pas que ce sont les profils qualifiés, ça voudrait dire que les autres ne le sont pas, et c'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, on va dire que c'est un peu Peut-être peut-être hautement le haut du qualifié, on panier, peut quoi. dire. Voilà, hautement qualifié, exactement. Ouais. Ouais, pour rebondir sur ça, je pense aussi, là après c'est notre point de vue qui peut être un peu qui peut biaiser la réponse, En tout c'est cas, il y a un que angle, voilà. voilà, l'entreprise qui fait appel à notre service, en général, elle a un niveau d'exigence qui est plus élevé parce que notre service Oui. est onéreux et en fait, nous, on se retrouve justement à aller chercher le fameux mouton à 5 pattes assez souvent, même si, les entreprises nous disent souvent: «Ouais, on veut pas le mouton à 5 pattes», mais en réalité, voilà, il y a un niveau d'exigence qui est plus élevé. Donc, oui, sur les profils, hautement qualifiés, il y a vraiment une pénurie qui est forte parce que, tout simplement, il y en a pas assez aujourd'hui, quoi, sur le marché. Si Mm. on a des exemples assez concrets de chiffres, notamment, enfin à Lyon comme à Paris, mais
parfois, si je prends un exemple classique, mais un développeur spécialisé sur le langage JavaScript, théoriquement, sans parler projet ou autre, hein, mais vraiment le besoin en JavaScript, on peut avoir aujourd'hui 10 postes à lui présenter assez facilement, quoi, Ouais, facilement, avec ouais. du télétravail, en local, etc. Donc ça veut dire que théoriquement, cette personne-là, elle peut intéresser 10 entreprises, quoi. Donc, Ouais, chez nous, ouais, sans chez parler nous, de, sans parler des sans concurrents, parler, des le client final, concurrents, etc. des scale-up qui appellent qui vont les contacter en direct potentiellement, et cetera, et Mmh. cetera. Et du coup, Hem, la suite de la question d'Elsa portait sur la mmh, mixité. Est-ce qu'on observe un manque de mixité homme-femme qui sont souvent a priori évoqués dans les candidatures en entreprise? Bon, je peux commencer à donner un élément de réponse. bien sûr. Oui, alors oui, dans les équipes techniques, c'est évident. Il y a, il y a la parité homme-femme, elle n'est pas du tout entre guillemets respectée au sein des équipes techniques. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le rapport homme-femme sur le marché, en tout cas des candidats qu'on rencontre, il est largement en faveur des hommes. Même si, en tout cas, c'est mon sentiment, on voit de plus en plus de femmes arriver sur ces métiers-là. Mmh. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une équipe parfaitement, voilà, parfaitement mixte, en tout cas Une toujours équipe sur la partie tech, technique. Voilà, une équipe tech, ouais. une équipe tech et produit, ouais, ouais. Et on a beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, de trouver des femmes. Et donc là, on est sur le fameux mouton à 5 pattes parce qu'en plus voilà, des critères techniques, diplômes, etc., qui sont requis, bah, voilà, si on cherche une personne du sexe féminin, voilà, qui sont minoritaires dans le domaine, bah, ça complexifie encore plus les recherches, quoi. Mmh. Après, il y a alors bon, déjà, théoriquement, c'est pas légal de le demander, donc on taira le nom de ses clients et en fait, cette démarche, elle est plutôt pour dire justement: «J'aimerais avoir un peu de ouais, de féminité, de point de vue féminin, dans mon équipe technique parce que ça porterait autre chose». Hem, c'est Ça pose plein de questions en fait, cette question, Elsa, mais déjà, s'il y a un manque de mixité dans la tech en particulier et dans les profils tech, c'est l'illustration tout simplement de ce qui se passe dans les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Exactement. tu vas en maths sup, maths spé ou tu vas en école d'ingénieur, bon, j'ai pas les chiffres, mais si tu as 90 de garçons, ça m'étonne pas du tout, quoi, et je pense que c'est ça globalement les stats. Donc en fait, ça vient de là et je pense que le travail, il doit se faire à échelle d'écosystème évidemment et il y a des, voilà, Empower, Sister, des associations qui sont spécialisées là-dedans, qui favorisent l'entrepreneuriat féminin, la dynamique féminine dans l'écosystème. Et c'est très bien et c'est hyper important surtout. Mais je pense que ça doit se faire aussi en amont et c'est pas notre sujet et c'est pas notre compétence surtout, mais je pense qu'il faut qu'on ait la capacité à donner envie plus aux filles de suivre des études scientifiques, de faire des écoles d'ingénieurs et de faire du code. Ce qu'on observe, c'est que dans les coding schools, les bootcamps, les formations qui proposent d'apprendre le code, soit en reconversion, soit post-études, je vais en citer, voilà, Ironhack, Le Wagon, évidemment, la White Code School, etc. La part, pour le coup, là, dans ces profils un peu reconversion, et qui parfois produit justement la bonne compétence, la part, l'équilibre garçon-fille, homme-femme, est sans doute, je Mmh. n'ai pas les chiffres non plus, mais elle est clairement Oui, c'est vrai. beaucoup plus équilibrée. Voilà. Après, si on parle, il y a des initiatives super. Je pense à Denis Fayol, pas forcément connu de tout le monde, mais c'est un serial entrepreneur de l'écosystème qui est derrière notamment Mano Mano, voilà, pour citer un des gros succès, mais il y en a d'autres, Habiteo, enfin tout un tas de boîtes. Il a un fonctionnement où quand il monte une boîte, il s'associe systématiquement, et c'est une volonté, avec une femme. Voilà, il commence par recruter une femme qui va être sa CEO, par exemple, sa COO. Et ensuite, il structure autour. Et je vais te donner l'exemple de Singular, qui est une startup qui permet de vendre de l'art à échelle mondiale. C'est un super projet et allez le voir. La cofondatrice de Singular, c'est Vera Kempf, donc une femme. Et elle a insisté, elle a tout de suite, dès la création de sa boîte, et aujourd'hui ils sont des centaines d'employés, mis en avant le fait d'avoir un respect de la parité. C'était un choix aussi dans les recrutements. Alors c'est un choix fort parce que ça
ça peut prendre plus de temps potentiellement. Oui, c'est Mais sûr. aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle a une structure qui est équilibrée de ce point de vue-là. Et après, il y a aussi et je conclurai là-dessus, si tu as une structure où, en tant que femme candidate, quand tu rentres en entretien, si tu vois que il y a une parité déjà homme-femme, qu'il n'y a pas que, je sais pas, un peu caricatural, mais qu'il n'y a pas qu'une PlayStation dans la salle de jeu, mais que voilà, que l'environnement est women friendly et pas trop orienté techos avec que des garçons, alors tu as aussi une marque employeur qui va du coup attirer plus de femmes, quoi. Et c'est aussi un cercle vertueux, et ça pose la question donc de la entre guillemets discrimination positive. Est-ce que c'est pas une bonne idée, quand on structure ses équipes, de mettre ce critère-là en place dès le début pour qu'à terme ça permette un équilibre plus simple, quoi. Voilà. Je sais pas si Mmh. j'étais clair, mais voilà. Je pose, la question de Laura, qui aborde un Ouais. sujet aussi qui est important, les profils juniors, avec, justement en faisant référence, aux écoles, notamment aux reconversions, hein, et qui fait que voilà, de ces dernières années, on a quand même une population de profils juniors qui arrivent sur le Mmh. marché, qui est grandissante, hein, parce il existe, enfin, je pense qu'on est capable de citer une dizaine de formations, justement accélérées, les fameuses coding schools. Mmh. Heu, Plus les MOOC en ligne et tout un tas de choses, donc ouais, c'est ça, exactement, ouais. Qu'est-ce qu'il en est pour eux justement quand ils arrivent sur le marché? mmh. Comment ils sont accueillis justement? Pareil, Rome, je pense qu'on partage le même point de vue. Encore une fois, nous, on a un prisme, et il faut bien comprendre que les startups qui font appel à nous pour des profils que, par définition, elles ont du mal à trouver. Donc, souvent des profils au moins un peu expérimentés, qui sont, à défaut d'avoir tous 10 ans d'expé, c'est pas ça, mais voilà, au moins un peu opérationnels, qui ont déjà au moins une première expérience un peu solide. Et donc, on est forcément moins sollicité pour des profils très juniors, ceux à qui il faut mettre le pied à l'étrier, en fait. Parce que ceux à qui il faut mettre le pied à l'étrier, comme tu dis, Laura, bah, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal qui sortent de formations parfois un peu courtes, effectivement, qui ne sont pas opérationnelles tout de suite. Et pour une startup, ça implique quoi? Ça implique évidemment un temps de formation, et c'est pas toujours aligné avec les enjeux d'une startup. Ça dépend de sa phase de croissance, Oui. qui veut aller vite, etc. Donc, nous, on a assez peu de place pour des profils de type reconversion qui sortent de ces boîtes-là, de ces structures-là. En revanche, si tu es un profil qui a fait euh, qui a suivi une coding school, voilà, le wagon par exemple, que tu as réussi à te mettre le pied à l'étrier avec une première boîte, alors l'expérience assez rapidement va compenser ce côté reconversion. Et c'est d'autant plus vrai dans la tech où s'il y a bien un métier qui fait la part belle à l'autodidactie, des projets perso, la passion, et ça c'est le moindre des conseils que je peux donner, c'est ça, c'est de cultiver tout ça. Alors, assez vite, tu rentres à nouveau dans le sillon et tu as ta place, dans ce marché, y compris pour des cabinets comme le nôtre. Après, voilà, moi, si je suis junior, que je fais le wagon pour une reconversion dans quelques années et que je cherche un premier boulot, ce qui est évident, c'est que je travaille des projets perso, je montre que je suis intéressé par l'open source, je cultive un GitHub, par exemple. Je me montre passionné pour avoir de la matière, si tu veux, et pour susciter l'intérêt de startups, parce qu'il y en a quand même qui, elles, seraient prêtes à faire l'effort de formation. Et il ne faut pas oublier aussi que pour beaucoup de startups qui se heurtent à un marché ultra pénurique, former des gens juniors et prendre ce temps-là, c'est certes du temps au départ, mais c'est aussi un investissement, puisque ce sont des gens qu'ensuite tu vas pouvoir garder, que tu vas recruter moins cher aussi, c'est tout bête, que si tu prends des profils déjà seniors. Donc il y a aussi pas mal d'avantages. Mmh. Je vais revenir à une question là qui avait été posée tout à l'heure, peut-être, qui concernait la partie, salaire, notamment, voilà avec, ce qui a été induit là des changements récents. On a parlé du Mmh. télétravail et on a parlé justement de l'impact, du télétravail, sur le marché. Les salaires, donc c'est un constat là qu'on a aujourd'hui,
sur le fait qu'il y a un sujet, une question qui se pose, notamment, enfin, on le voit en interne, et moi particulièrement en région aussi, cette fameuse concurrence qu'on va avoir Mmh. avec le marché parisien. Aujourd'hui, comment on peut, justement, ouais, comment, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? On a parlé de la prime à la signature, mais à une entreprise, voilà, en région qui veut, voilà, qui est face à une entreprise parisienne, qui recrute, sur du télétravail, comment elle peut gagner Mmh. justement ce candidat? Je vais vous dire franchement, hein, encore une fois, on a le On nez n'en dedans sait tous rien. les jours. On a, j'ai personnellement, on a et on en parle Rome, quasiment toutes les semaines, on Mmh, échange beaucoup avec, des CTO, des entrepreneurs, des HR business partners, dont c'est la spécialité d'accompagner des startups face à ces problématiques. Il y a peu de solutions aujourd'hui, à part de travailler évidemment, mais ça c'est un conseil global, mais travailler sa marque employeur, voilà, mmh, respecter les facteurs clés de succès du recrutement. C'est-à-dire que moi, je suis une startup aujourd'hui, tu recrutes dans la tech. Il faut que ton process de recrutement soit impeccable, c'est-à-dire qu'il soit rythmé, dynamique, qu'il donne envie. Il faut que ton CTO et tes équipes soient bonnes pour donner envie à un candidat de te rejoindre. Il faut partager sa vision, qu'elle soit claire. Il faut que les choses soient voilà, parfaitement cadrées pour qu'un candidat ait pas l'impression qu'il y a un loup, par exemple. mmh, Il faut donner de la matière à un candidat, c'est-à-dire lui ouvrir potentiellement le capot de ton code pour qu'il voit à quoi ça ressemble et que ça lui donne envie. Et il faut travailler au maximum toutes les aspérités de sa boîte pour séduire en fait sur le projet. Parce qu'il faut mmh. y croire, hein, ça. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, si tu ne crois pas dans ton projet, bon, ça ne marche pas. Donc, je pense que un des premiers points, c'est ça. Il y a évidemment, et ça, je ne vais pas dire la nouvelle génération, parce que j'espère que j'y suis encore dans cette nouvelle génération à 33 ans, mais même celle d'un peu en dessous, la fameuse génération Z, pas Y, Z là, qui arrive, les développeurs qui ont aujourd'hui 22, 25, 28 ans, on le voit quand même en 8 ans, ça a changé. Il y a de plus en plus dans les critères de recherche de ces profils, le fait de rejoindre une boîte à impact. Alors, une boîte à impact, ça veut tout rien dire, mais en fait, voilà, qui travaille dans la climate tech, dans la tech for good, sustainable, nouvelle énergie, etc., etc. Mmh. Bref, orienté essentiellement environnement, responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Donc, c'est sûr qu'avoir un projet là-dedans, c'est un gros plus. Et si tu n'en as pas, travailler, mais avec sincérité, des valeurs autour de ces sujets-là, c'est sans doute un bon conseil. Ça Après, peut être aussi des ouais, entreprises, qui sont dans un secteur pas forcément lié, mais qui se posent ces questions-là. Justement, on a le cas, bien sûr. d'un client qui est, un e-commerçant, voilà, qui a rien à voir avec, justement ce qu'on appelle la tech for good, mais qui fait en gros, qui fait en sorte d'être le e-commerçant le moins pollueur. C'est-à-dire que voilà, qui a un impact, quasi neutre, voilà, sur le point de vue environnemental, quoi. Donc ça peut être aussi des choses qui sont mises en place, pour, lutter contre ça et Bah, qui ça, peuvent être typiquement, valorisées. c'est une, ouais, voilà, typiquement, ça, c'est un bel élément différenciant parce que Mmh, les e-commerçants, il y en a plein. ouais. Bon, et c'est un bel élément différenciant pour attirer des talents. Après, on en parlait aussi en interne. Là, moi, je crois que si j'étais entrepreneur en région demain et qu'il fallait que je fasse face à cette guerre des talents avec potentiellement une compétition nationale et encore une fois, peut-être demain internationale, je crois que je mettrai en place, j'essaierai de travailler sur une grille, euh, une grille de salaire un peu multicritère qui permette, quand j'ai un candidat en face de moi, je dis n'importe quoi, j'ai une startup à Bordeaux, j'ai un candidat qui m'intéresse, avec qui je suis en process, qui est basé à La Rochelle, mais ce candidat à La Rochelle, il y a aussi des boîtes à Paris en process en face. J'essaierai de mettre en place un prisme d'analyse qui dirait, voilà, écoute, le salaire max ou cohérent que je peux te proposer par rapport à ton niveau d'expérience, ton background académique, ta seniorité sur tel et tel sujet, mais aussi ton lieu d'habitation et le niveau de vie qui est lié à ce lieu d'habitation, La Mmh. Rochelle, au lieu où je suis moi, à Bordeaux, etc., etc. Alors, j'essaie de travailler un truc cohérent et voilà le salaire que je peux te proposer en fonction de tous ces critères. Si tu étais basé à Paris ou à Strasbourg, ce sera peut-être légèrement différent parce que le critère géographique varierait.
Ça ne change pas le salaire proposé, mais au moins, ça permet à un candidat de voir qu'il y a une objectivité, voilà, une objectivité, je ne vais pas me perdre dans des néologismes, et un pourquoi du salaire proposé. Et je pense que la démarche peut être appréciée et permettre à un candidat voilà, de mieux l'accepter, parce que ce qu'on entend parfois, c'est OK, mais moi je suis développeur, en fait, si je vaux 60K à Paris, ma compétence pour une boîte marseillaise, je suis désolé, mais c'est la même, donc pourquoi je vaudrais moins pour une boîte marseillaise? C'est vrai, ta compétence est la même, mais penser comme ça, c'est ne pas prendre en compte qu'en fait, la startup à Marseille, voilà, elle a les sujets qu'on a évoqués, peut-être de cohérence interne, peut-être de Mmh. moyens, de business model. Et voilà, et apporter, je trouve, une matrice, une grille de salaire objectivée comme ça permet peut-être de casser cet argument de je vaux moins parce que la boîte est en région et du coup, j'ai pas envie d'aller chez toi parce que tu estimes que quelqu'un en région vaut moins que quelqu'un à Paris. C'est pas ça. C'est pas Mmh. ça. C'est anecdotique les startups qu'on rencontre qui se disent je vais recruter des profils en full remote en région parce que je vais pouvoir les payer moins cher. Franchement, c'est pas ce qui se passe, quoi. Non, c'est, le télétravail, enfin, ce qu'on a dit, c'est avant tout pour s'élargir les champs et les Ouais, chances de recruter, quoi. clairement. Donc ouais. Et pour rebondir à ce que tu disais sur le côté marque employeur, c'est important aussi de le dire, faut pas diaboliser le côté, salaire, et justement avoir cette vision un peu d'enchère. J'ai deux éléments pour ça. Le 1er, c'est, une étude LinkedIn qui a été faite, il y a 2 ans, en gros qui, demandait à tous les candidats, qui postulaient par exemple à une offre, pour quelles raisons ils veulent changer de travail. Et en fait, le salaire intervient souvent en troisième temps, dans un troisième temps. Le premier, c'est toujours, soit le projet, soit, le challenge en fait. Voilà, un candidat va quitter un poste parce il se sent plus challengé, ou alors parce que le projet lui parle moins, et cetera. Donc en gros, voilà, c'est aujourd'hui un candidat qui va vouloir changer d'entreprise, souvent, la première motivation, ça va pas être le salaire. La deuxième chose, c'est notre observation, encore une fois, en interne, puisqu'on se pose systématiquement les questions de projet. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui en termes d'entreprise et quels vont être tes critères de choix? Idem, le salaire, ça ressort très, très peu souvent en premier lieu, à part cas exceptionnels où on se trouve parfois des candidats qui ont été un peu sous-payés enfin, dans leur expérience actuelle ou précédente. C'est très souvent projet et challenge qui ressortent. Donc faut avoir Mm. confiance en ça avant tout et se dire que les candidats qui viennent vous rencontrer, c'est des candidats qui sont intéressés un minimum par l'entreprise et qui recherchent ça avant tout, quoi. Et peut-être que, pour, je sais pas, 3 000 € d'écart, sur un salaire annuel, mais peut-être que le projet va prédominer au salaire. Et ça, c'est important d'essayer de le sentir aussi en entretien, quoi, auprès des candidats. Mm. Donc ouais, tout ça pour dire qu'il faut pas avoir, peur aussi faut pas diaboliser là ce côté, télétravail, différence Paris-région, et cetera. En toute honnêteté, nous aujourd'hui, on n'arrive pas trop à se positionner par rapport à la question. On se pose beaucoup de questions justement pour savoir comment ça a évolué, mais, on n'a Tout pas le eu monde, de hein, nos clients cas. aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Et on n'a pas eu de cas encore, de cas vraiment où on s'est dit, à répétition, «Oh là, c'est les entreprises parisiennes, elles sont en train de nous manger en région parce que voilà, on n'arrive pas à s'aligner». Donc, non, on n'en est pas là, quoi, encore, en tout cas. Mm. Est-ce qu'il y a des questions encore sur le sujet du recrutement de manière globale, sur les salaires ou d'autres choses? Contexte. Ok, merci Elsa, c'est cool ce feedback écrit là et enthousiaste. Ouais. Bah, si c'est intéressant, tant mieux, tant mieux. Il y a des tonnes de choses à dire et si on était autour d'un café ou dans une salle, euh, on pourrait poursuivre avec plaisir. En tout cas, voilà. S'il reste des questions, on vous laisse peut-être quelques secondes là pour les poser encore, mais j'ai Mmh. l'impression qu'on est en train de rentrer dans la phase de remerciement, C'est ce qui ça. signifie en général le Sur glas la d'un fin. webinar. Donc Mmh. voilà, nous aussi, on
Nous aussi, on vous remercie pour votre attention et pour vos questions. Ça Participation. permet aussi d'alimenter voilà, un peu tout ça. Je crois que Peut-être c'est le pour moment de conclure, dire. Ouais, je dirais là juste, ouais, là, par rapport au webinar, il est enregistré, donc il sera envoyé à tous les participants et on va aussi le mettre sur notre chaîne YouTube prochainement. Par rapport à ça aussi, je fais un peu de publicité, j'en profite puisque c'est gratuit. On vient de sortir un livre blanc là sur les soft skills, voilà, qui est assez intéressant, je crois qu'il va être disponible sur notre site ou qu'il l'est déjà. Voilà, qui reprend un peu les soft skills côté candidat dans la tech, mais aussi sur market et sales, donc tous ces postes-là. Et aussi nos études de salaire. Le but, c'était pas de parler, de donner des fourchettes aujourd'hui en termes de rémunération, mais c'était vraiment de pouvoir aborder le sujet du salaire de manière globale. Si vous voulez des infos sur des fourchettes en région, etc., on a publié des études en 2021 pour le marché parisien, mais aussi pour le marché en région, pour justement donner un peu les observations qu'on a sur le marché sur la dernière année. elle est Et intéressante, voilà, et elle est travaillée pour de vrai. Voilà, c'est pas au doigt mouillé. Il y a une vraie volonté d'analyse, donc n'hésitez mm, pas à aller la voir. Et je me permets peut-être, pendant que tout le monde est en train de se déconnecter, il y a Thomas qui pose une toute dernière question exact. sur le gong. Et donc, si tu es encore là, Thomas, peut-être que je prends la réponse rapidos. Euh, en fait, est-ce que les autres avantages ont encore le vent en poupe? Comme leur nom l'indique, ce sont des avantages. Moi, je pense, et on l'observe, que ce ne sont pas des avantages décisifs. Il y a beaucoup de startups qui n'ont pas forcément encore mis en place de RTT. Bon, c'est pas bloquant. Ce qui est bloquant, c'est si tu es recruteur et que tu as ta boîte et que tu ne le formalises pas dès le début, alors tu prends le risque de prendre du temps avec un candidat qui n'imaginait peut-être pas que tu n'aies pas de RTT et qui en fin de parcours en fait va te dire en fait je suis désolé mais moi j'avais 2 semaines de RTT avant et là je peux pas quoi parce que j'ai l'habitude, j'ai une famille, j'en sais rien. Donc il faut le communiquer très tôt, ça c'est les bases du closing si tu veux. Maintenant c'est pas absolument indispensable. Le CE pareil, il y a assez peu de startups qui ont des comités d'entreprise aujourd'hui, ou alors si elles en ont, elles ont des comités d'entreprise un peu mutualisés justement parce qu'il y a des startups qui proposent ça. C'est un plus, c'est un plus. La mutuelle, c'est obligatoire. Le fait qu'elle soit bonne, c'est un jugement. Voilà, Alan, qui est évidemment l'incorne de l'écosystème, une magnifique boîte, aujourd'hui est quand même très répandue chez nos clients, dans les startups qu'on accompagne, comme étant la mutuelle de référence. Mm. Ticket Resto, bon voilà, une autre licorne, Swile, souvent c'est eux qui fournissent les tickets resto aux employés des startups. Évidemment, c'est des plus, mais je ne crois pas que, sauf pour certains profils, ça se joue là, quoi. Et si ça se Mm. joue sur des tickets resto qu'il n'y a pas, alors c'est peut-être pas le profil qu'il te faut, tout simplement, quoi. Mm. Parce qu'il y a toujours des solutions. Imagine que tu n'as pas de ticket resto. Un ticket resto, globalement, de 8 euros par jour, fois le nombre de jours travaillés dans une année, c'est l'équivalent de 1000 balles. Bon, peut-être que tu peux proposer, voilà, après du net, après impôt, tu peux proposer 700 euros de plus de salaire brut annuel à ton candidat. Et en fait, tu lui dis que comme tu n'as pas encore de ticket resto en place, ça compense un peu l'absence de ticket resto. Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire si tu poses des choses sur papier qui sont possibles, quoi. En startup, ce qui se fait aussi beaucoup, c'est le côté un peu prise de participation, BSPCE, etc. Ouais, bien sûr, Ça, oui, c'est bien des, sûr, c'est des évidemment. avantages qui sont peut-être plus fréquents et qui en fait correspondent bien un peu à la mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui rejoint une startup, elle sait que voilà, c'est pas le projet peut-être le plus stable qu'elle ait pu trouver sur le marché. Par contre, elle croit au potentiel justement de développement et forcément, ça peut être intéressant de prendre des parts assez tôt. Je prends enfin les exemples des licornes là qui ont fait des levées de fonds. Si on prend Sorar par exemple, les personnes qui ont peut-être eu droit à des BSPCE l'année dernière, aujourd'hui, voilà, on est beaucoup plus loin que des tickets resto, des RTT, etc. Et je pense qu'elles ont, elles Bien sont, elles sûr. ont préféré avoir des BSPCE qu'avoir des RTT il y a un an, quoi. Donc, Ouais. Et voilà. pour compléter, aller plus loin, pour certains profils même, c'est un must-have. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu veux recruter ton CTO, donc Chief Technical Officer, on ne l'a pas précisé, ton directeur technique, qui va te permettre de passer un cap, de structurer ta tech en interne, peut-être d'internaliser ta tech que tu avais d'abord
développer avec une agence externalisée, j'en sais rien, tu ne peux pas recruter un CTO sans lui proposer de BSPCE, c'est-à-dire de part de la boîte, en tout cas, voilà, au moins sur un modèle de BSPCE, si ce n'est de part en dur, parce que déjà, c'est ce que fait le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu seras en concurrence avec des startups qui fonctionnent comme ça, et parce qu'en termes de signal envoyé, pour un poste aussi capital dans la tech, en tout cas, qu'un CTO, ça veut dire que tu n'es pas en phase avec ce qui se fait, quoi. Donc, c'est pour certains profils même indispensable, et pour d'autres profils, un vrai avantage, quoi. On touche au bout, je crois. Bon, ouais, je pense qu'on touche au bout. Merci Rome aussi pour le ping-pong, Avec plaisir. et à tous une très belle journée. Salut tout le À monde. bientôt Elsa, Fanny, Thibaut, tout le monde. Salut tout le monde.